Bonjour, amis de motivateurs de succès. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous, inspirée par les idées de James Clear, un écrivain très connu des États-Unis. Plongeons dans cette aventure. Imaginez que vous avez une équipe de cyclisme appelée Team Sky en Grande-Bretagne. Pendant longtemps, cette équipe n'était pas très performante dans les compétitions internationales. Entre 1908 et 2008, ils n'avaient gagné qu'une seule médaille d'or et n'avaient jamais remporté le célèbre Tour de France. Mais tout a commencé à changer lorsqu'ils ont engagé un homme très intelligent nommé David Brailsford. Lorsque David est arrivé, il avait une mission, faire briller l'équipe. Il est venu avec une idée simple mais puissante. Améliorer un petit peu tout, seulement 1% à la fois, mais vraiment tout. Cela peut sembler peu, n'est-ce pas? Mais voyons comment cela fonctionne. David et l'équipe ont commencé à ajuster des choses que toute équipe de cyclisme fait, comme utiliser des pneus plus légers et des selles plus confortables. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poussé plus loin, en testant différents gels de massage pour voir lequel aidait le plus à se détendre après les courses, en apprenant aux cyclistes à bien se laver les mains pour éviter de tomber malade, et même en choisissant les meilleurs oreillers pour que tous puissent avoir une nuit de sommeil parfaite dans les hôtels pendant les compétitions. Maintenant, pensez Y, un meilleur oreiller, un gel plus relaxant, des pneus plus légers, chaque détail, aussi minime soit-il, aide un petit peu. Et quand vous additionnez tous ces petits détails, le résultat peut être incroyable. Ainsi, l'idée de Brailsford était que, s'il parvenait à exécuter cette stratégie d'agrégation de toutes ces petites améliorations de 1%, la Team Sky pourrait gagner le Tour de France en environ 5 ans. Cependant, il s'est trompé, car l'équipe a remporté le championnat en 3 ans. Puis, la 4e année, ils ont répété cet exploit avec un cycliste différent, et 2 ans plus tard, ils ont remporté une 3e victoire en 4 ans. Ce qui a vraiment concrétisé la stratégie de Brailsford, ce furent les Jeux Olympiques de Londres en 2012, où l'équipe a remporté 70 médailles d'or. Avec cette histoire, je veux passer l'idée que de petites améliorations peuvent vraiment s'accumuler et générer un changement assez significatif en très peu de temps. C'est de la mathématique de base, parce que voyez, si vous vous améliorez de 1% chaque jour sur une année de 365 jours, vous devenez 37 fois meilleur à la fin de l'année, tandis que, si vous vous détériorez de 1%, vous revenez pratiquement à la case départ. Maintenant, vous pourriez dire, bien, s'améliorer de 1% chaque jour, c'est génial, bien sûr, mais personne ne peut s'améliorer de 1% tous les jours. Alors, est-ce que cela suffira à s'accumuler en quelque chose de vraiment significatif, étant donné qu'on ne peut pas être parfait tout le temps? Je dirais que oui. En fait, vous pouvez devenir 10 fois meilleur si vous vous améliorez de 1% 5 jours par semaine et 46 semaines par an, ce qui donne environ 230 jours au total. Cela vous laisse encore 6 semaines de congé pour prendre des vacances, en cas de maladie ou pour les jours où vous n'avez tout simplement pas envie de faire vos choses. Même avec tout cela, vous pouvez encore devenir 10 fois meilleur à la fin de l'année. Il est important de souligner que, pour atteindre cette amélioration de 1% chaque jour, vous n'avez pas besoin de définir une sorte d'objectif, mais plutôt de construire des systèmes plus efficaces et d'acquérir de meilleures habitudes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'objectif qui va changer, comme dans le cas des cyclistes qui voulaient gagner un Tour de France chaque année et remporter des médailles d'or aux Jeux Olympiques. En fin de compte, ce n'est pas l'objectif qui a fait la différence, c'était le système, c'était la manière dont ils ont appliqué ces améliorations de 1% jour après jour. À l'université de Yale, une étude de 23 ans sur la psychologie du vieillissement a été réalisée, où les participants ont été divisés en 2 groupes. Le premier avait une vision positive du vieillissement, partageant leurs attentes pour la vieillesse et n'ayant que des choses positives à dire, comme le fait qu'il entrait dans la meilleure phase de leur vie ou qu'il allait être plus intelligent que jamais. Le second groupe avait une vision très négative, croyant que leur corps allait être très usé, qu'ils n'auraient plus rien à attendre de la vie et que bientôt tous tomberaient malades et mourraient. Ce qu'ils ont découvert, c'est que parmi les 660 adultes de l'étude, ceux qui avaient une vision positive du vieillissement vivaient en moyenne 7,6 ans de plus. C'est un chiffre significatif, car des habitudes comme l'exercice et les régimes alimentaires n'expliquent pas un gain de 7,6 ans dans l'espérance de vie. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que lorsque vous avez une vision plus positive, vous prenez des actions plus saines et vous êtes plus enclin à penser des choses comme « Je vais continuer à bien manger et à faire de l'exercice parce que je veux continuer à me sentir bien en vieillissant et j'ai encore beaucoup de choses à faire ». Mais si vous avez une vision négative, vous croirez vraiment que la dégradation de votre santé est inévitable et vous serez plus enclin à penser des choses comme « Quel est l'intérêt de faire de l'exercice si je vais tomber malade de toute façon ?» Le point ici est qu'il existe une question plus profonde sur le changement de comportement et la formation d'habitudes, dont nous ne discutons pas souvent, que je décrirai de la manière suivante. Initialement, lorsque nous pensons à adopter un type de changement de comportement, nous le faisons en pensant aux objectifs, à la façon d'obtenir de meilleurs résultats, c'est-à-dire, nous parlons de prendre une action pour atteindre un objectif. Cette action concerne la formation de meilleures habitudes qui nous mettront sur ce chemin.
Cependant, comme cette étude de Yale le prouve, il existe encore un niveau plus profond dans le changement de comportement qui est l'identité ou la croyance ou la mentalité, comme vous préférez. Parce que cette identité est ce qui motive chaque action que nous prenons et, par conséquent, les résultats que nous obtenons. Tout comme les personnes qui ont participé à l'étude ou ceux qui avaient une identité positive en ce qui concerne le vieillissement croyaient qu'ils devaient avoir plus d'actions positives et, lorsqu'ils faisaient cela, ils obtenaient de meilleurs résultats à long terme. Maintenant, utilisons un exemple courant lorsqu'il s'agit d'habitudes personnelles, perdre du poids. Pour cela, considérons quelque chose comme perdre 10 kg dans les 6 prochains mois. Ce serait la couche la plus externe, c'est-à-dire les résultats que vous recherchez. Cependant, pour perdre ces 10 kg, vous devez prendre une action, comme faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine et manger plus sainement. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens s'arrêtent là. C'est là qu'intervient l'identité, qui dans ce cas pourrait être quelque chose comme « Je veux devenir la personne qui ne manque jamais un entraînement ». Alors, avec cela, je veux dire que, lorsque nous nous concentrons sur ce changement de mentalité qui émerge de cette identité, tout cela se propage de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui conduit à un changement dans nos choix quotidiens qui, à leur tour, nous fait atteindre de meilleurs résultats à long terme. Lorsque le mot « priorité » a été créé, il n'existait qu'au singulier et signifiait être la première ou la chose la plus importante. Et cela est resté ainsi pendant 500 ans. Cependant, au XXe siècle, ce terme a été pluralisé et nous avons alors commencé à parler de priorité d'une manière illogique. Parce que, quand nous pensons de cette manière, c'est comme si nous étions capables de plier la réalité et ainsi créer plusieurs premières choses. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on entend beaucoup dans les entreprises lorsque les chefs demandent la priorité 1, la priorité 2, la priorité 3 et la priorité 4. Tout est prioritaire, tout est urgent. Mais la vérité est qu'il est impossible de se concentrer efficacement sur plus d'une chose à la fois. Alors, nous entrons ici dans le concept de l'élimination implacable. Vous voyez, si nous voulons construire de meilleures habitudes et changer notre comportement, que ce soit dans nos entreprises ou dans nos vies personnelles, nous devons être implacables en ce qui concerne les choses sur lesquelles nous concentrons notre attention. Il existe des données intéressantes à ce sujet, comme une étude réalisée avec des juges qui évaluaient des cas de liberté conditionnelle. Dans cette étude, l'évaluation de ces juges a été observée dans environ 1000 affaires criminelles. En suivant le sens commun, vous pourriez vous attendre à ce que les aspects évalués soient basés sur le temps que les criminels ont purgé, le type de crime qu'ils ont commis, s'ils ont eu un bon comportement, entre autres choses intégrées au système judiciaire. Cependant, l'étude a révélé que le facteur le plus significatif pour la décision du juge était l'heure à laquelle le cas était évalué. Voyez, au début de la journée, la probabilité que le juge évalue le cas en faveur et accorde la liberté conditionnelle à un criminel était de 60%. Mais, à mesure que la matinée avançait, les juges se fatiguaient, avec moins de volonté, ce qui diminuait les chances d'une audience favorable. Ensuite, à l'heure du déjeuner, il y avait une pause qui permettait aux juges de se ressourcer et leur volonté tendait à favoriser les affaires suivantes. Mais, au fil de l'après-midi, elle diminuait à nouveau et ce n'est qu'après une autre pause qu'elle redevenait favorable, jusqu'à ce qu'elle retombe complètement en fin de journée. Cette idée est un concept psychologique appelé fatigue de la décision ou épuisement de l'ego. En pratique, cela signifie que plus nous prenons de décisions au cours de la journée, plus notre concentration et notre volonté s'épuisent. C'est comme un muscle, par exemple, si je vais entraîner mes biceps, je peux faire les exercices pendant 1 ou 2 minutes. Mais si j'essaie de nouveau 30 minutes plus tard, je n'aurai plus autant de force. C'est exactement de cette manière que fonctionne notre volonté. Alors, ce qui se passe ici, c'est que le cerveau a une capacité très limitée à maintenir la volonté, parce que tout comme un muscle, elle s'épuise aussi. Bon, maintenant que nous connaissons le problème, voyons quelques solutions que nous pouvons adopter. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de notre époque, adhère à un concept que j'appelle la règle 25 mai. Je vais expliquer ce concept à travers l'histoire d'un homme nommé Mike Flint, qui était le pilote privé de Warren Buffett. Voyez, Flint avait une carrière très réussie, ayant transporté, en plus de Buffett, plusieurs présidents des États-Unis dans ses avions. Un jour, il est allé voir Warren et lui a dit « Warren, j'aimerais piloter ce type spécifique d'avion. Alors, quand nous ferons une mise à niveau, je pense que nous pourrions prendre ce nouveau. » Et Warren a répondu « Mike, si tu travailles encore pour moi dans 10 ans, quand nous achèterons un nouvel avion, alors il est probable que j'aurai échoué en tant que chef. » À ce moment-là, Buffett a enseigné à Mike une technique que je vais vous enseigner maintenant et que j'aimerais beaucoup que vous fassiez aussi. C'est un exercice simple et qui peut être fait pour n'importe quoi, que ce soit votre carrière, votre équipe ou même vos affaires personnelles. Buffett a demandé à Mike d'écrire sur une liste les 25 choses qu'il voulait accomplir dans sa carrière. Une fois terminé, Buffett a demandé à Mike de cercler les 5 choses qui étaient prioritaires pour lui. Enfin, Buffett a questionné Mike sur la stratégie qu'il utiliserait à partir de ce moment-là. Mike a répondu qu'il travaillerait d'abord sur ses 5 priorités et ferait les autres 20 la nuit, le week-end ou quand il s'ennuierait.
Alors, Buffett a conclu en disant « Non, Mike, ça ne marche pas comme ça. Les choses que tu as encerclées sont tes priorités. Toutes les autres, du numéro 6 au numéro 25, doivent être transférées sur une autre liste, la liste de ce que tu ne dois absolument pas faire. Parce que nous sommes déjà conditionnés à penser à passer notre temps sur des choses utiles, mais qui ne sont pas prioritaires. Donc, ces autres éléments de votre liste finissent par occuper votre temps, votre espace et votre énergie. Bien sûr, ces autres éléments ont une bonne raison d'être sur votre liste, mais le point est qu'ils ne sont peut-être pas les choses sur lesquelles vous devriez concentrer votre attention en ce moment. Nous avons 3 étapes pour la formation d'habitudes, et peu importe l'habitude que vous développez, vous passerez toujours par elles. La première est le déclencheur ou stimulus, qui indique que nous devons faire quelque chose. Donc, si mon téléphone sonne, par exemple, c'est un déclencheur causé par la notification qui est arrivée sur mon téléphone. La deuxième étape est la routine, qui est le comportement que vous allez exécuter. Donc, quand mon téléphone vibre et crée le déclencheur, la routine est l'acte d'aller vérifier le téléphone. Enfin, la troisième étape est la récompense, qui est le bénéfice que vous obtenez en réalisant la routine, qui se résume essentiellement à la satisfaction de pouvoir apaiser ma curiosité en découvrant qui essaie de me contacter. Il est important de noter que toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un certain type de bénéfice ou de récompense associé à elles. Par exemple, parlons du tabagisme, puisque c'est une habitude que les gens qualifient de mauvaise. Quel est le bénéfice qu'il apporte? Quelle est la récompense de cela? En fait, il y a la récompense physiologique qui vient de la nicotine et aussi celle qui vient des récompenses sociales, comme lorsque vous partagez une cigarette avec un ami ou un inconnu lors d'une fête. Donc, peu importe comment nous qualifions les habitudes ou comportements, ce qui importe, c'est de constater qu'ils ont tous un certain type de bénéfice neurologique associé à eux. Finalement, ce qui se passe, c'est que si cette récompense est positive, elle dit à votre cerveau « Et, rappelle-toi que la prochaine fois que nous recevons ce déclencheur, nous devons répéter ce schéma. » Et une fois que vous avez traversé ce cycle plusieurs fois, cela devient une habitude profondément enracinée. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous utiliser les déclencheurs à notre avantage? Eh bien, disons que je veuille commencer à méditer. Je pourrais dire, chaque matin, je prépare une tasse de café. Donc, pour créer un nouveau comportement, chaque fois que je prépare ma tasse de café, je vais méditer pendant 60 secondes. Vos comportements actuels, c'est-à-dire les choses que vous faites déjà normalement, deviennent des déclencheurs pour un nouveau comportement que vous essayez de développer. C'est fondamental pour que cette idée fonctionne, car ces habitudes que vous possédez déjà sont associées à un réseau neurologique qui agit comme une voie d'entrée dans votre cerveau. Vous devez donc simplement vous connecter à ce réseau pour associer un nouveau comportement à une autre chose qui est déjà fortement corrélée dans votre esprit. Il n'existe aucune habitude que vous souhaitez développer qui prenne moins de 2 minutes à exécuter. Cependant, pratiquement n'importe quelle habitude peut être commencée en moins de 2 minutes. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Nous savons que beaucoup de gens rentrent chez eux après une longue journée de travail épuisés et ne peuvent même pas penser à l'idée de sortir courir ou d'aller à la salle de sport. C'est parce qu'ils pensent déjà à l'effort dans son ensemble, ce qui finit par sembler beaucoup plus grand qu'il ne l'est réellement. Donc, au lieu de se concentrer sur l'ensemble du scénario, je vous suggère de vous concentrer uniquement sur les 2 premières minutes, qui, dans ce cas, consisteraient simplement à enfiler vos chaussures de course et à sortir par la porte. Si vous faites cela, peu importe si vous faites le pas suivant, car ce qui se passe, c'est que vous remarquerez souvent que la motivation vient après avoir commencé et non avant. Mais le fait est que nous sommes conditionnés à penser que la motivation est quelque chose dont nous avons besoin avant de faire le travail, alors qu'en réalité, elle est simplement le résultat de l'exécution d'un travail moindre au préalable. Et quand cela se produit, nous pouvons être sûrs que le reste du processus se déroulera beaucoup plus facilement. Au fond, le moment où vous aurez le plus besoin de motivation pour accomplir une habitude est au début d'un comportement, car la partie la plus difficile de toute tâche est au début. Par conséquent, la clé ici est de rendre le début du comportement si facile que vous ne pourrez pas vous refuser de commencer. Il existe une autre manière de commencer à générer cette incitation à faire le premier pas, qui est le concept appelé pré-engagement. Le concept est très simple, peut-être si simple que pour cette raison nous l'ignorons ou ne le mettons pas en pratique. Mais si nous le faisions, nous aurions des résultats immédiats dans l'augmentation de notre volonté. Pour illustrer, prenons un autre exemple d'étude. Dans ce cas, plus de 3000 employés d'une entreprise devaient recevoir la dose annuelle de vaccin contre la grippe. L'entreprise a mené une campagne en envoyant des courriels informant qu'ils devaient aller se faire vacciner. Puis, plus tard, l'entreprise a envoyé une nouvelle version de l'email qui disait « Vous devez vous faire vacciner contre la grippe. Nous avons déjà pris votre rendez-vous pour le 22 avril. Cliquez ici pour choisir une nouvelle date qui vous conviendrait mieux. » Et rien qu'avec cela, il a été constaté que le simple fait que l'entreprise ait sélectionné une date a rendu les employés 2,4 fois plus susceptibles d'aller se faire vacciner. Mais ensuite, ils ont fait une troisième version qui disait « Vous devez vous faire vacciner contre la grippe. »
Votre rendez-vous est déjà fixé à 13 h le 22 avril. Si vous devez modifier votre horaire, cliquez ici. Et le résultat a été que les personnes qui avaient déjà la date et l'heure fixée par l'entreprise étaient 4 fois plus susceptibles de tenir leur engagement simplement parce qu'elle était déjà préengagée. Souvent, nous pensons qu'il est plus efficace de donner plus d'options aux gens pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent faire, mais si nous voulons encourager un comportement, une excellente façon de le faire est d'utiliser le préengagement. Une autre méthode similaire au préengagement est celle des intentions de mise en œuvre, qui peut être illustrée par une autre étude où 3 groupes différents ont été étudiés pour mesurer leur motivation et leur capacité à rester constants dans la pratique de l'exercice physique. Le premier groupe a été chargé de mesurer leur fréquence d'exercice sur une période de 2 semaines. Le deuxième groupe a reçu les mêmes instructions avec l'ajout qu'il regarderait une vidéo motivante sur les bienfaits de l'exercice et pourquoi il était important de le faire. Par conséquent, c'était un groupe motivé. Enfin, le troisième groupe a reçu les mêmes instructions que le deuxième, avec l'ajout qu'il devait écrire la phrase suivante. Au cours de la semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes d'exercice ce jour-là, à cette heure et à cet endroit. Les résultats finaux de l'étude étaient impressionnants. Ils ont révélé que le premier groupe, qui n'avait reçu aucune motivation, comptait seulement 38 personnes ayant accompli la tâche de faire de l'exercice et de mesurer leur fréquence d'exercice pendant les 2 semaines. Le deuxième groupe, qui était le groupe motivé, comptait seulement 35 personnes ayant accompli leur tâche, car, apparemment, leur motivation avait disparu dès qu'ils avaient quitté le laboratoire de recherche. Enfin, le troisième groupe a donné le résultat le plus surprenant, avec 91 personnes restant fidèles à la pratique de l'exercice, la seule différence avec les autres groupes étant qu'ils devaient écrire cette phrase. Cela montre que, bien que cela puisse sembler basique, lorsqu'on s'engage clairement sur le jour, le lieu et l'heure où nous ferons une activité, cela augmente considérablement nos chances de la réaliser réellement. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, alors je peux choisir les moments et les lieux idéaux pour commencer à travailler sur tout ce que je voudrais améliorer. Mais le fait est que nous pouvons être submergés en pensant à tout ce que nous voulons améliorer, car il y a beaucoup de choses que nous voulons résoudre en même temps. Alors, comment savoir par où commencer ? Encore une fois, je suis partisan de la simplicité, d'éliminer ce qui n'est pas prioritaire pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la meilleure utilisation de votre temps. En d'autres termes, je dirais de vous concentrer sur une habitude maîtresse, qui serait simplement une routine ou un rituel que vous allez faire pour le reste de votre vie, créant ainsi une cascade de bons comportements. Dans mon cas, mon habitude maîtresse est de faire de l'exercice, car je sais que lorsque je m'exerce, j'ai tendance à mieux me concentrer et, à cause de cela, je suis plus concentré au travail après mon entraînement. De plus, je dors mieux la nuit parce que mon corps est fatigué par l'effort, ce qui signifie que je me réveillerai le lendemain avec plus d'énergie et, par conséquent, j'aurai encore plus de concentration. En outre, je mange mieux, car comme je sais que je me suis exercé, je ne veux pas gâcher mes progrès en mangeant n'importe quoi. Vous voyez, à aucun moment mon objectif n'était d'améliorer mes habitudes alimentaires, mes habitudes de sommeil ou d'augmenter mon énergie, mais tout cela est arrivé comme un effet secondaire d'une seule habitude maîtresse. Parmi d'autres exemples courants d'habitudes maîtresses, nous pouvons citer la méditation, que de nombreux PDG réservent 10 ou 20 minutes de leur journée pour pratiquer, afin que leur journée se déroule plus harmonieusement. Un autre exemple est une simple marche quotidienne, qui est une pratique très courante chez les artistes pour stimuler leur créativité. Ce ne sont là que quelques exemples de comportements qui, si vous les transformez en habitudes, pourront avoir un effet domino positif dans de nombreux autres aspects de votre vie. L'idée suivante que je souhaite partager est celle des environnements conçus pour la paresse. Voyez, le professeur de l'université de Stanford, B.J. Fogg, est un gars qui aime beaucoup manger du popcorn, mais il ne voulait tout simplement pas en manger autant. Alors, il a pris le popcorn qu'il avait dans sa cuisine et a traversé le couloir, a passé le débarras jusqu'à ce qu'il atteigne son garage, où, avec l'aide d'une échelle, il a atteint l'étagère la plus haute et a laissé le popcorn là-haut. Maintenant, s'il veut vraiment manger du popcorn, il peut y aller et le prendre, et cela ne prendra pas beaucoup plus d'1 minute. Mais s'il décide d'écouter sa paresse, il finira par opter pour ne pas y aller. Alors, l'idée est la suivante. Comment pouvons-nous concevoir les espaces où nous vivons et les lieux où nous travaillons pour que le choix paresseux soit le meilleur choix ? Parce que le fait est que vous aurez rarement une personne capable de maintenir des habitudes positives dans un environnement qui génère des stimuli négatifs. Donc, si vous devez constamment lutter contre l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il sera très difficile de maintenir les choses positives et importantes pour vous. Jerry Seinfeld est un comédien célèbre aux États-Unis qui était en tournée pour faire un spectacle de comédie. Lors d'un de ces spectacles, il y avait un jeune comédien nommé Brad Isaac, qui faisait la première partie de Jerry cette nuit-là. Ensuite, il a rencontré Jerry en coulisses avant le spectacle et lui a dit « Jerry, je commence ma carrière maintenant, je suis un comédien en herbe et je voulais savoir si vous pouviez me donner quelques conseils sur la façon dont un jeune comédien peut réussir. » Alors, Jerry a réfléchi un instant et a dit « Eh bien, le secret pour être un meilleur comédien est d'écrire de meilleures blagues. »
Et le secret pour écrire de meilleures blagues est d'écrire tous les jours. Par conséquent, vous devez prendre un calendrier mural où vous pouvez voir tous les jours du mois et de l'année sur une seule page. Chaque jour que vous vous consacrez à écrire pendant 10 ou 15 minutes, vous allez marquer un X. Au début, vous pouvez avoir du mal à le faire tous les jours, mais avant de vous en rendre compte, vous pourrez le faire sur une séquence de 5, 6, 7, 8, 9 jours consécutifs, comme une chaîne. Et à partir de ce moment-là, votre seul objectif sera de ne pas briser cette chaîne, parce que peu importe à quel point l'habitude est bonne ou mauvaise, ni si votre performance en écriture est ce que vous attendiez ou comment vous vous sentez par rapport aux blagues. Tout ce qui importe, c'est que vous continuiez à faire le comportement, car cette constance est ce qui fait la différence. Cela est directement lié au premier point des gains de 1%, car lorsqu'ils sont ajoutés, ils atteignent des résultats très significatifs à long terme. Maintenant, je voudrais vous recommander de télécharger l'e-book qui se trouve dans le premier commentaire épinglé pour accélérer votre parcours de transformation et de succès. Restez concentrés sur vos objectifs, car le succès vous attend. À la prochaine vidéo.